Merci de rester fidèle à votre rendez-vous du week-end, mesdames et messieurs. C'est parti avec le kiosque Éco qui revient sur les activités économiques qui ont marqué la semaine. Aujourd'hui spécialement, nous allons débattre autour de cette table avec des invités pour analyser ce rapport de l'ODEP 2022-2025, un rapport qui a fait couler assez d'encre et de salive, un rapport comparatif. Nous aurons droit à la parole. Oui, tous ces invités vont donner leur son de cloche. Nous allons également parler de ces états généraux du portefeuille qui s'organisent ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Pour quelle fin? Nous aurons à donner également notre point de vue. Je ne suis pas seul, je l'ai dit. Nous recevons avec beaucoup de plaisir Monsieur Faustin, bienvenue. Merci. Et Gardi Diana, bienvenue aussi. Merci, Amédée, bienvenue. Bonjour. Et enfin Serge, bienvenue. Bonsoir. Alors, on commence avec vous, Monsieur Faustin. Ces rapports de l'ODEP en 2022-2025, beaucoup se sont prononcés à ce sujet. J'aimerais d'abord, pour commencer, avoir votre son de cloche, votre appréciation. Pensez-vous que c'est un rapport objectif? Bon, merci d'abord pour la question. C'est vrai qu'elle est un peu directe. Bon, est-ce que c'est un rapport objectif? Est-ce que c'est un rapport qui est réaliste? Est-ce que c'est un rapport qui est plus proche de la vérité des chiffres, comme on aime bien le dire chez nous? Bon, dans un premier temps, d'abord, il faut comprendre l'ODEP, l'Observatoire pour la défense publique, évidemment. C'est une organisation de la société civile. Et qui dit société civile, généralement, ils sont spécialistes et ils se présentent généralement comme des lanceurs d'alerte. Quand ils insistent sur un point, c'est vrai que quelque part, ils essaient aussi de l'envenimer, de lui donner beaucoup plus d'ampleur. Mais très souvent, ce n'est pas innocent. Et voilà, très souvent, surtout par rapport à la main qui les finance. Ça, on sait comment ça fonctionne. Mais le plus important à retenir dans ces rapports, en tout cas à mon avis, c'est que les rapports de l'ODEP, d'abord, il est circonscrit sur une période bien précise. Il part de 2022 à 2025. Une période présentée très sombre selon ce rapport. Évidemment, l'ODEP souligne ce que nous connaissons d'habitude. On en parle généralement autour de ces plateaux. Il y a gestion budgétaire gestion hors budget, il y a la corruption, il y a les dépassements budgétaires, il y a des marchés à gré. Mais là, moi, je voudrais insister beaucoup plus sur la période. Vous savez, la période, c'est 2022 et 2025. Évidemment, 2025 sont des projections. Ils se basent sur des projections. Dans les 3 années qu'il faut retenir, c'est 2022, 2023 et 2024. Et cette période, rappelez-vous, coïncide avec la période où la République démocratique du Congo était en programme avec le Fonds monétaire international. Et vous vous rappelez, avec le programme qu'on a signé avec les fonds, ce programme était assorti de ce qu'on appelle des revues semestrielles. C'est qu'on a fait un certain nombre de revues, 6 au total, pour qu'arrivé en juillet 2024, les fonds, pas seulement les fonds, mais le conseil d'administration du fonds, donne son quitus sur la bonne exécution de ce programme. Curieusement, l'ODEP nous amène avec une autre analyse qui contredit pratiquement tout ce que le fonds a dit. Je voudrais vous lire pour qu'on sache exactement comment on pourra canaliser cette discussion. Je vous lis ce que le fonds avait dit. Sur la période. Sur le programme. Oui. C'est-à-dire quand on concluait le programme avec la 6e revue. Ce que le fonds avait dit par rapport à son quitus. Le fonds avait dit ceci. L'environnement macroéconomique de la RDC reste difficile, notamment en raison de la crise sécuritaire et humanitaire à l'est du pays. Dans ce contexte, les autorités ont maintenu des politiques macroéconomiques prudentes. C'est le fonds qui parle. Il poursuit. Le rendement du programme a été généralement positif. La plupart des objectifs quantitatifs ayant été atteints et les principales réformes mises en œuvre, bien qu'à un rythme lent. C'est encore le fonds qui parle. Et le fonds conclut, évidemment par rapport à l'introduction de son communiqué, il dit que les perspectives économiques restent positives, mais sont soumises à des risques baissiers importants. Cela exige la poursuite de politiques prudentes et l'intensification des efforts de réforme dans les cadres budgétaires et monétaires et dans la gouvernance. C'est le fonds qui parle. Quand je dis le fonds qui parle, c'est le conseil d'administration qui parle pendant la période de la revue. Vous vous rappelez le programme qu'on a conclu avec le fonds, c'est parti de 2020, c'était 3 ans pratiquement. C'est dans la même période. C'est la même fourchette. C'est circonscrit dans la même période sur laquelle l'ODEP base son analyse. Et quand vous comparez les deux tableaux, on se demande qui se contredit.
Est-ce que c'est l'ODEP qui fait preuve de mauvaise foi en exagérant dans ses conclusions, ou soit c'est le fonds qui fait preuve de complaisance en se disant non, voilà, telles que les choses se sont présentées, je me rends compte que le pays est sur la bonne voie. Très bien. Bien sûr, évidemment, quand vous lisez, c'est qu'on ne va pas entrer dans le détail parce qu'il y a des chiffres, mais le plus important, comme vous m'avez dit la première d'ouvrir le débat, le plus important c'est de dire, en fait, on a en face de nous deux points de vue totalement divergents. Il y a les fonds qui disent que tout va bien, bien évidemment, c'est avec des réserves. Mais ce qui est vrai, c'est que le fonds avait conclu le programme qu'il avait négocié avec... Je pense que ces rapports de l'ODEP, Gardidiana, est également revenu sur la loi des finances, notamment en ressortissant le non-respect de cette loi, avec des dépassements, selon leur rapport et tout, 2022-2025. À votre avis, pensez-vous qu'il y a des choses qui méritent d'être soulignées en termes d'innovation? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être soulignées. Je préfère commencer là où Faustin Kodiassal a chuté. Je crois que dans les deux cas, nous savons tous aujourd'hui que, contrairement à l'ODEP, le Fonds monétaire international est une institution qui est enclin à moins subir les influences politiques à gauche à droite. C'est des gens qui ne viennent pas pour être complaisants, pour nous caresser dans le sens du poil. Je ne vois pas l'intérêt. Et moi, je pense que s'il y a crédibilité à donner, c'est d'abord à ces niveaux-là et revenir sur l'ODEP. La vérité, c'est que l'ODEP a évoqué quelques éléments essentiels qu'on évoque ici. Mais dans le fond, moi, je pense que le jugement de valeur a été établi. L'ODEP qui ne fait pas très souvent preuve de neutralité, à votre avis, dans ses observations et je préfère ne pas me lancer sur ces terrains-là, mais je crois que si, dans les deux institutions, c'est lui qui est plus enclin à subir des influences à gauche, à droite. Plus crédible que l'autre. Oui, en fait, tu ne compares pas la crédibilité du Fonds monétaire international et de l'ODEP, qui est une ASBL et ONG. Il faut savoir qui met l'argent dans son panier. Mais dans le fond, ce que je disais, les éléments de jugement de valeur, pour moi, posent un problème. L'ODEP parle d'un bilan largement négatif sans tenir compte de réalités et des éléments structurels. Je prends un exemple, par exemple, vous parlez de la loi de finances. L'ODEP revient, je crois qu'aussi dans son libellé, la première page, il évoque le problème en termes d'exécution, je crois que des dépenses courantes de l'État, qui, prévues à 66% entre 2022 et 2023, ont été exécutées à presque 91%. Ce qu'on déplore depuis toujours. Mais l'ODEP oublie de dire que dans le budget 2023, dans ces mêmes rubriques, dans les dépenses courantes, il y a eu une réduction totale. La marge de dépassement n'est que de 17%, alors que lors du premier, on parle de plus de 25% de dépassement. C'est-à-dire ces différentes marges-là de progression, l'ODEP ne fait pas allusion à ça. Deuxièmement, l'ODEP attribue au gouvernement la responsabilité, par exemple, dans le taux de croissance, chiffré, je crois, si j'ai bonne mémoire, à 6,4% en 2023, qui s'est exécuté avec une différence, en fait, un déficit d'à peine 0,6%. Si ça, c'est un bilan négatif, pour moi, je pense qu'il y a un sérieux problème dans les approches. Globalement, moi, je pense que le rapport de l'ODEP s'est beaucoup basé sur la clameur publique. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, dans le contexte social de Congolais, il y a beaucoup de clameurs, il y a beaucoup de plaintes, c'est vrai. Mais dans le contexte, quand vous regardez les agrégats économiques, vous vous rendez compte qu'il y a de l'évolution. Si vous parlez de la politique de gouvernance des finances publiques aujourd'hui, je crois que de manière unanime autour de ces plateaux et des gens qui nous suivent, on vous dira qu'il y a de l'orthodoxie dans la gestion de la dépense publique. Et je ne vais pas revenir sur les innovations apportées, c'est des informations très récentes, mais vous sentez cette volonté d'aller vers les politiques plus cohérentes pour permettre à ce que la gestion de ces finances-là soit saine. Donc pour moi, il y a des éléments, des chiffres clés essentiels des problèmes, mais dans les jugements de valeur, je pense que l'ODEP est parti un tout petit peu, un peu plus loin que d'habitude. Très bien. Alors, Monsieur Amédée, Gardi parle de l'évolution. Nous sommes dans une fourchette bien définie, 2023, plutôt 2022-2025. L'évolution, vous le ressentez à quel niveau et en quoi faisant? Vous savez, moi, j'ai bien lu, comme tout le monde, hein, ces rapports de l'ODEP. Ce que je déplore, déjà d'entrée de jeu, c'est que les rapports ne ressortent pas c'est-à-dire l'exactitude de tous les chiffres tels qu'on connaît pendant cette période-là. Vous savez que quand on regarde les chiffres, sur la gestion des finances publiques, je pourrais même dire ces 20 dernières années, je pense que ces 3 dernières années, les finances publiques ont été beaucoup plus reluisantes qu'elles n'ont jamais été. Les chiffres ne sont pas corrects. Les chiffres sont là, mais c'est les commentaires que l'ODEP met sur les chiffres qui intriguent un peu. Regardez, déjà en termes de mobilisation des recettes,
nous n'avons jamais mobilisé autant de recettes comme on l'a fait ces 3 dernières années. En 2021, puisqu'au fait, il faut partir de 2020. D'abord, une précision, il faut dire que quand l'ODEP introduit son rapport, il dit que, en fait, il ressort le fait que le président de la République, ayant trouvé des problèmes avec l'FCC, vous voyez, on est la période FCC cash, il a dit il va refaire une majorité pour se débarrasser de ceux qui lui mettaient les bâtons dans les roues. Donc pour l'ODEP, il a analysé la période où le président de la République a constitué sa majorité et où il avait le main libre pour diriger, pour scruter les chiffres et voir si ça a été bien géré. En fait, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il parvient à dire que ce bilan est négatif par rapport... Voilà. Mais moi, je dis ceci. Quand vous partez de 2020, d'abord 2019, 2020, on est sous Ilunkamba comme Premier ministre. Si vous regardez bien, en 2020, les budgets exécutés, c'est autour de 5,5 milliards de dollars. 5,5 milliards de dollars. Sama Lukonde vient autour de avril 2021. Cette année-là, il réalise les budgets exécutés, c'est autour de 8,5 milliards de dollars. S'il vous plaît. En 2021, les budgets exécutés, c'est 8,5 milliards de dollars. En 2022, les budgets exécutés, selon le... C'est même dans le rapport de l'ODEP, c'est 13 milliards de dollars. Pour la toute première fois dans l'histoire de ce pays, on a dépassé 10 milliards de dollars comme budget exécuté. 13 milliards de dollars en 2022. Et en 2023, on est à 11 milliards de dollars. Si vous avez souvenance, Sama Lukonde, quand il présente son budget triennal, il dit « je vais mobiliser pendant 3 ans 36 milliards de dollars ». Mais quand vous calculez, vous verrez que sur les 3 ans, Sama a pu mobiliser plus de 33 milliards de dollars. Donc, plus de 90%. On ne peut pas dire que c'est une période de vache maigre. Non, pas du tout. Il y a eu des performances en termes de finances publiques. Il y a eu des performances en termes de mobilisation des recettes. Donc ça, c'est juste sur le plan de la mobilisation des recettes qui montre qu'effectivement, nous n'avons jamais mobilisé autant de richesses avant que pendant cette période-là. Alors, moi, je parlais que ça m'intriguait que l'ODEP puisse conclure à un bilan totalement négatif, alors que les performances sont là. Alors, les chiffres ne manquent pas. On va paraphraser ce qu'a dit l'ODEP, je veux le dire avec mes mots, au point de mettre sur un dénominateur commun, Sama Lukonde et Judith Souminois, pour dire que c'est du pareil au même. Votre réaction? C'est du pareil au même dans le sens que des forces. Les deux gouvernements. Ils ont parlé de faiblesse du gouvernement. Les deux gouvernements sont faibles. Non, moi je de la même façon. Ils sont chefs responsables d'un gouvernement. Je réplique, je dis, les deux ont sur la même tendance de maximiser, d'accroître les recettes de l'État. Et ce que nous devrions, Chungu, voir ici, interroger les indicateurs que l'ODEP a utilisés pour produire ce rapport et aussi ceux utilisés par le Fonds monétaire international. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas un mensonge que de dire aujourd'hui il y a une progression exponentielle de recettes de l'État. On le voit. Et que quand... l'ODEP ne reconnaît pas, malheureusement. L'ODEP n'a pas cité. Est-ce que c'est par omission, ou par oubli, ou par mauvaise volonté? Je ne voudrais pas porter un jugement de valeur là-dessus. Mais nous constatons qu'il y a un pan du travail qui n'avait pas été vu. Parce que dans ce rapport, c'était obstrué par quoi? Ils n'avaient pas le temps, ils étaient fâchés, ils avaient des factures qui n'étaient pas payées. J'en sais rien du tout, mais on constate qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues par les gens de l'ODEP. Mais par contre, quand on est sur le plan de la macroéconomie, et on dit que, comme on dirait en rugby, on ne sait pas transformer l'essai. C'est vrai, nous avons des opportunités. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui. Est-ce que le Congolais vit? Le quotidien du Congolais a changé du fait de cette augmentation. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on a permis aux PME, aux petites et moyennes entreprises comme nous autres là, de nous comporter mieux aujourd'hui grâce à l'accroissement? Les deux rapports peuvent se croiser à un certain moment, sauf que si on ne reconnaît pas
que les efforts qui ont été réalisés, d'une part, ça dégrade un peu, hein, ça laisse un arrière-goût amer que l'ODEP devrait encourager. L'ODEP n'est pas là seulement pour faire la comptabilité de ce qui ne va pas, mais lancer des alertes, mais en encourageant aussi des dépassements budgétaires. Je crois, si on lit les rapports de reddition des comptes, on pourra voir les mêmes remarques qui reviennent. Mais doit-on limiter l'action du gouvernement rien qu'à ce niveau-là? Je pense que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette série de questions que vous posez. J'en rajoute une et je vous la pose. Est-ce qu'il y a du vrai dans ce rapport de l'ODEP, à votre avis? Je pourrais dire sincèrement qu'il y a quand même de réalités qui peuvent se vérifier. Lesquelles? En ce qui concerne l'économie, la petite économie, l'économie réelle. Parce que notamment, la grande promesse du gouvernement, du chef de l'État, c'est améliorer le quotidien du Congolais. Faire en sorte que le panier de la ménagère puisse être consistant aujourd'hui. Mais nous sommes dans un processus. Le gouvernement est en train de déployer des efforts pour qu'on arrive à cela à travers de différents plans. J'ai discuté dernièrement avec le ministre le vice-premier ministre et le ministre des Plans qui m'a reçu dans son bureau. Il m'a parlé du plan national stratégique de développement où on trouve vraiment une volonté affichée avec des projets bien définis pour booster. Le problème est que le gouvernement ne communique pas nécessairement, ne communique pas assez là-dessus. On attend peut-être de commencer et on laisse l'espace vide où l'intox et le Fox vient entrer pour détourner le regard. Mais je crois, nous sommes dans une dynamique qu'on ne peut pas juger aujourd'hui de l'échec ou de la réussite quand les efforts continuent à être très bien. Réalisés. Alors, Faustin, je reviens à vous. On va se lancer dans un exercice, vous et nous. C'est notamment l'évolution du taux d'échange. On parle de la stabilité du taux d'échange. Prenons avant la fourchette de l'ODEP, un peu plus haut, jusqu'à 2021 et 2022 jusqu'à 2025. Qu'est-ce qui se constate? Bon, avant de répondre d'abord à cette question, je voudrais rebondir sur la dernière question que vous avez posée à Serge. Est-ce qu'il y a du vrai dans ce qu'avance l'ODEP? Évidemment, je constate que, en termes de chiffres, l'ODEP dit vrai. Mais sauf que, quand l'ODEP essaye d'interpréter ces chiffres, c'est là où il est totalement à côté. C'est comme si donc il s'est contredit dans son propre rapport. Quand je lis ces rapports, c'est comme si l'ODEP est parti de préjugés. Il dit non, en fait, il s'est fixé un deadline. Il dit voilà ce que moi je vais atteindre comme objectif. Une spéculation. Voilà ce que moi je vais atteindre comme objectif. Et laisser à partir des chiffres qui soient apparemment consistants parce qu'il les reconnaît. Quand vous lisez ces rapports, d'abord, il y a un tableau qui commence là où il donne le cadrage macroéconomique pour le budget de 2022 jusqu'en 2025. Là, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Et puis après, il revient sur l'évolution de la masse budgétaire entre 2022 et 2025. Elle-même, l'ODEP reconnaît qu'entre 2022 et 2025, le budget est presque passé du simple au double. Parce qu'on est parti de 20 milliards, aujourd'hui, avec les réajustements à l'ECOFIN, on est pratiquement à plus de 50 milliards, je crois. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit d'interpréter ces chiffres, l'ODEP a son point de vue. Et par rapport à ces conclusions, telles qu'il titre même ces rapports, pour ceux qui prendront le temps de lire calmement ce qui est dedans, vous comprendrez que les titres n'ont rien à voir avec le corps du rapport. Et même la conclusion de l'ODEP, je me permettrai de vous les lire calmement, juste un paragraphe. L'ODEP dit dans ses conclusions, il dit « Les prévisions indiquent une nécessité d'adaptation des politiques fiscales afin de garantir un équilibre entre soutien à la croissance et maîtrise des dépenses publiques. Il est essentiel d'optimiser les ressources disponibles tout en investissant dans des secteurs sociaux stratégiques tels que l'éducation, l'agriculture et la santé. » Ça, c'est la vieille rhétorique. C'est ce qui a été toujours dit. Et ça dit quand l'ODEP passe son analyse au crible et qu'après il arrive à cette conclusion, on se dit mais finalement qu'est-ce qu'il vise? Parce que la conclusion c'est ce que le fonds a dit. La conclusion c'est ce que Madame la Première ministre allait dire au Parlement quand elle est allée présenter son projet de budget 2025. En fait on s'est dit, évidemment, je crois que les amis ont souligné ces points-là, on risque de se poser la question, ils ont quelles ont été les motivations réelles de l'ODEP pour qu'ils fassent mentir les chiffres? Parce que les chiffres, quand il s'agit d'interpréter les chiffres, en économie, on dit souvent les faits économiques sont têtus. Même si vous essayez de les torturer, finalement toujours par vous ramener à la réalité.
Si vous reconnaissez qu'il y a eu un effort de progression, il y a un effort d'équilibre et un effort d'affectation des ressources budgétaires dans les secteurs productifs, en quoi alors vous devez être, en quoi alors vous devez être alarmiste dans la conclusion ne se marie pas au constat. Exactement. Pour revenir à votre question. La question finalement, je crois, Guy, il faudrait insister sur un point. Vous savez, en matière de stabilité monétaire, les amis qui nous suivent, même entre nous, on doit faire une différence entre la stationnarité et la stabilité. Vous savez, la stationnarité, c'est-à-dire c'est quand les taux évoluent sur un plateau. C'est-à-dire on est à 28, 2800 francs les francs congolais, ça peut rester tel quel pendant toute une année. Là, on parle de la stationnarité. Et généralement, c'est très dangereux qu'on se retrouve avec une situation où les indicateurs évoluent sur un plateau. Là, c'est très dangereux. Évidemment, ce sont des faits rarissimes. En économie, en tout cas, c'est rare, à moins qu'on se retrouve au ciel, peut-être. La stabilité dont il est question, évidemment. Les gens doivent comprendre que quand on vous dit que le taux est stable, ça ne voudrait pas dire que ça doit être 2800 au mois de janvier et 2800 encore en décembre à la fin de l'année. Évidemment, on se donne des marges de progression. On se dit, bon, si ça évolue dans une fourchette, si ça peut fluctuer dans une fourchette de 10%, évidemment, ça dépend de l'autorité monétaire, ce qui peut s'accorder comme marge de fluctuation. Si ça peut fluctuer dans une fourchette de 10 à 20%, là, on est encore dans les bons. Bah, restons dans cette définition. Mais quand ça fluctue, maintenant, le plus important chez nous, c'est que, je crois, on l'a dit dernièrement quand on a discuté de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Évidemment, on doit reconnaître que chez nous, la Banque centrale du Congo est presque démunie. Elle n'a pas assez de moyens pour intervenir sur le marché d'échange. Et les gens doivent aussi connaître que le taux d'échange, c'est en fait un prix. C'est le prix de la monnaie par rapport à une autre. Et comme prix de la monnaie, tout prix obéit à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire quand il y a trop de demandes sur le marché et qu'il y a moins de devises, évidemment, vous devez s'attendre à ce qu'il y ait des perturbations. Et la plus grande perturbation chez nous, c'est quoi? La plus grande perturbation, c'est que, c'est-à-dire quand il y a trop de masse, c'est-à-dire trop de francs congolais sur le marché, comme les gens, les consommateurs ont une certaine répugnance vis-à-vis de la monnaie nationale, le premier réflexe, même vous et nous, quand on a 1 million de francs congolais, si je sais que je ne peux pas le consommer au bout d'une semaine, mon premier réflexe serait de le convertir en dollars. Et si quelqu'un qui se retrouve à 1 milliard, imaginez-vous quel serait son réflexe. Et si c'est dit non, c'est 1 milliard là, moi je dois le convertir le plus rapidement possible pour avoir dans une monnaie stable. Il se déverse sur le marché. Et quand il se déverse sur le marché, comme il en a besoin, il impose son prix. Donc il impose son taux d'échange. Si le taux c'était à 2800, lui dit moi j'en ai besoin le plus rapidement possible, achetez-moi les dollars même à 3000. Ça serait une aubaine pour le cambiste. C'est pourquoi on demande toujours, et c'est pourquoi il y a même ces pactes de stabilité, pacte pour la stabilité, le pacte qui a été signé du gouvernement de la Banque centrale du Congo, c'est de discipliner les sorties en monnaie nationale. Parce qu'on s'est rendu compte que comme le secteur bancaire est presque déconnecté des réalités du marché, quand il y a un supplément de francs qui sort au niveau de la Banque centrale, qu'on ne sait pas déverser sur les circuits bancaires, on le déverse sur les marchés parallèles. Très bien. Et c'est ce qui alimente, c'est pourquoi on dit toujours... Je reste quand même sur ma soif. Hein. C'est pourquoi on dit toujours, évidemment, bon, c'est un dossier qui est tellement complexe, c'est-à-dire qu'il faut que les uns et les autres se disciplinent. C'est pourquoi on dit depuis toujours, et on insiste, même ODEB insiste sur ça, c'est pas pour rien que son rapport se base sur la gouvernance budgétaire. La gouvernance budgétaire, ça veut dire que non, ne soyez pas laxiste en termes de finances publiques, parce que les répercussions seront sur Très bien. Gardi Diana, aujourd'hui, je vous ai entendu le dire, vous semblez donner l'impression que nous sommes, la RDC, la République démocratique du Congo, est sur la bonne voie. S'il faudrait tenir compte des indicateurs évolutifs de l'économie nationale, moi j'aimerais qu'on rentre sur ces indicateurs qui démontrent que nous sommes sur la bonne voie. Que pouvez-vous dire ? Qu'est-ce qui ressort justement cette garantie que je vais peut-être de manière succincte essayer d'imager ce que Fossin vient de dire tout à l'heure. Par exemple, la question de la monnaie. La notion de la stabilité répond à un taux de change qui ne dérange pas ou qui n'influe pas très négativement sur le pouvoir d'achat. C'est ça la réalité des choses. Or, quand on parle de la monnaie aujourd'hui, moi je pense qu'il faut le dire la vérité. C'est un problème structurel qui existe depuis. Je crois que je n'ai pas eu la chance d'être sur l'émission de la dernière fois, mais l'ODEB doit être en mesure de savoir qu'aujourd'hui, la monnaie qui est la nôtre
dans ces 3 fonctions, il y a 2 fonctions qui sont déficitaires. Même en tant que valeur d'échange, le franc congolais ne pèse pas comme en tant qu'unité. Pas une monnaie crédible. D'ailleurs, comme unité de compte, ce que Fossin vient de dire ici, tout le monde a le réflexe de pouvoir conserver son argent en dollars parce que c'est quand même une monnaie qui garde une certaine stabilité, une certaine valeur à long portée. Donc, en gros, si aujourd'hui, quand le ministère des Finances vous dit que la monnaie restait stable, cela ne se résume pas au fait qu'on garde le même taux de manière stationnaire pendant une longue période. Ça n'a rien à voir. Mais quand vous parlez des, par exemple, je veux revenir sur un élément essentiel. Moi, j'ai lu l'ODEP qui parle de la politique budgétaire qui est faite à tâtons, sans boussole, jusqu'à aller dire que le budget 2024 est en fait une reconduction du budget 2023, un copier-coller. Mais je me rappelle, je me dis, est-ce que l'ODEP sait qu'on est sur base d'un budget pluriannuel ajustable? Si l'État, dans ses perspectives, estime qu'il reste encore, il y a de reliques, il existe de réformes 2023 qui restent et qu'on veut continuer à aller l'appliquer, il faut les juger en fonction du délai imparti pour un budget pluriannuel. En gros, vous ne pouvez pas vous étonner du fait qu'il y a des éléments du budget 2023 qui se retrouvent dans la poursuite du budget 2024. Moi, je trouve que c'est de la manipulation à la limite. Je reviens sur un autre élément de chiffre. En suivant exactement, l'ODEP se plaint du fait que les dépenses courantes sont exponentielles, mais l'ODEP ne sait pas dire aux gens dans son rapport qu'aujourd'hui, ce que l'ODEP regrette depuis, je crois que de la période de 2022-2023, qu'aujourd'hui dans le budget, il y a rééquilibrage en termes de budget, d'investissement, et ce qu'il appelle des dépenses courantes, des budgets de consommation de l'État. Est-ce que ça, ce n'est pas une évolution qui répond justement aux critiques que l'ODEP a l'habitude d'émettre régulièrement? C'est là où j'ai dit, le problème n'est pas dans le chiffre, mais il y a beaucoup de jugements de valeur qui, on dirait pour moi, nous emmener dans une communication anxiogène et que l'ODEP voulait justement susciter de la tension. De la tension en interne. En termes des chiffres, on ne va pas se voiler, on ne va pas se mentir. Je ne reviens pas sur la capacité de mobilisation, Amédée l'a évoqué. Est-ce que l'ODEP est à même de dire aux Congolais aujourd'hui qu'en termes de mobilisation, la RDC a fait un bond important à ces niveaux-là? C'est là où nous, on se plaint. Le chiffre, on n'a même pas besoin d'aller chercher le Nguichou. L'ODEP se permet même de se plaindre du fait qu'en fait, au départ, dans le libellé, l'ODEP reconnaît qu'aujourd'hui, l'État congolais a pris en compte beaucoup de nouvelles unités quand on sait que parmi les piliers, du programme du gouvernement, c'est aussi la valorisation du capital humain. Cet État qui va dans les dépenses courantes à prendre en compte des nouvelles unités qui sont de valeur essentielle, mais qui depuis toujours ne pouvaient pas rentrer dans leur système de paiement, qui, par principe de droit et d'équité, en ont droit, et ça, on en fait un élément de faiblesse. Je ne comprends pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, remettre en droit un fonctionnaire de l'État qui travaille depuis, qui n'était pas rémunéré, et qui aujourd'hui intègre le fichier paye, est un élément de faiblesse? C'est là où je ne comprends pas. Et pour moi, la plupart de ces éléments me prouvent à suffisance, me fait douter un peu de l'objectif de ce rapport. L'ODEP a également évoqué le respect de la chaîne des dépenses, hier et aujourd'hui. Quand je dis hier, vous prenez la période d'avant la fourchette 2022-2025, et aujourd'hui, 2022-2025. Qu'est-ce que l'on peut dire? Oui, c'est vrai qu'à ce qui concerne le respect de la chaîne de la dépense, ça a toujours été une faiblesse pour la plupart de gouvernements. Comparativement à hier, à la période de Tchibala, vous pensez que les 2 périodes, les 3 années évoquées par l'ODEP ne se sont pas démarquées? Non, non. Cet art-là existe depuis 20 ans, en fait. Ouais. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. On ne s'est jamais départi de ça. En fait, tous les gouvernements successifs ne se sont jamais départis de ça. J'ai lu même un rapport de la Cour des comptes qui parlait du budget 2018, où la moitié du budget a été exécuté en mode urgence, soit plus de 2 milliards de dollars. On est en 2018. Donc c'est pour vous dire que ces pratiques ont toujours existé et tout. Mais est-il que moi je pense qu'il y a cette volonté-là quand même de sortir, de respecter la chaîne de la dépense. Parce que si vous regardez bien, il y a 2 semaines, lors du Conseil des ministres du 14 novembre, la Première ministre a pris la parole pour interpeller tous les membres du gouvernement, notamment sur 8 réformes nécessaires à mettre en place pour que les nouveaux programmes, les 2 nouveaux programmes qu'on va exécuter avec le FMI puissent réussir. Il a insisté notamment sur le respect strict
de la chaîne de la dépense. Donc je pense qu'il y a cette volonté-là de pouvoir gérer quand même le budget avec une certaine orthodoxie. Donc de ce côté-là, je pense que c'est vrai, on l'a toujours dit, les gouvernements doivent faire un effort pour respecter la chaîne de la dépense, parce que quand on ne respecte pas la chaîne de la dépense, c'est là où viennent les détournements, la surfacturation, les fraudes, les dépassements budgétaires, c'est ça. Mais si on respecte la chaîne de la dépense, je pense qu'on parviendrait à une bonne exécution du budget. Mais je pense que l'effort, il est à faire. Et c'est un challenge, en tout cas, pour l'actuel gouvernement qui se projette en 2025 avec un budget plus costaud de 18 milliards, mais en respectant les normes de la chaîne. Très bien. Alors, avant qu'on ne prenne notre deuxième sujet, Serge, quelles sont les garanties et les grandes que offre aujourd'hui Judith Souminois à la tête de ce gouvernement comparativement à hier en termes de progression? Je pense qu'il faudrait, si on doit parler des garanties, il faudrait plutôt regarder les challenges de ce gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement Souminois est face non seulement aux besoins de la population, mais aussi aux préjugés et aux critiques extérieures qui voudraient amener dans des comparaisons, en oubliant que Souminois et Sama étaient dans un programme quinquennal. Au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons vu ce qui s'est passé hier, on a critiqué ce qui s'est passé hier. On peut lire, je reviens là-dessus, les rapports de reddition de comptes qui font la comptabilité de tous les ratés, tous les restes. Je pense qu'il manque comme solution un seul mot, la discipline budgétaire. Discipline budgétaire, Amédée vient de bien l'expliquer, qu'on puisse engager des dépenses en dehors des dépenses qui pourraient nécessiter catastrophes, besoins sécuritaires et autres, mais l'achat des médicaments, l'achat de bancs, l'achat des lampadaires et autres ne devrait pas faire l'objet des dépenses en urgence. C'est l'indiscipline au niveau du gouvernement qui conduit à ça. Pourquoi il y a une discipline ? Est-ce vraiment dans le besoin de répondre aux besoins de la population ou il y a autre chose dedans? Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais... J'attends le garantie. Mais tant que il n'y aura pas de discipline, nous allons continuer la garantie que la réputation du gouvernement, c'est l'efficacité du gouvernement, parce que nous sommes je parle comme si j'étais membre du gouvernement, il y a les bailleurs extérieurs qui viennent avec des appuis, mais il y a aussi la population qui attend. La population qui attend, avec beaucoup de promesses faites par le gouvernement et les chefs de l'État, c'est au gouvernement de le matérialiser. Sinon, on perd sur le plan politique, on perd en termes de crédibilité et la facture... La même question pour Faustin. Bon. Les garanties que offre Souminois Judith aujourd'hui? Bon, les garanties, c'est dans la volonté de bien faire. Parce qu'on doit être... La volonté pour vous est une garantie. La volonté de bien... Non, je m'explique. C'est un chapelet de bonne intention pour certaines personnes. Je ne suis pas dans la démagogie, je m'explique. Oui. Expliquez-vous justement. Parce que nous parlons de gestion budgétaire. On doit d'abord se dire, qu'est-ce qu'il y a comme garantie pour que les choses se passent normalement? Le budget en soi n'a que deux compartiments. Il y a les recettes, il y a les dépenses. Quand vous me demandez à ce que je vous donne des garanties, c'est ce qui pourrait nous rassurer que Souminois, comme Premier ministre, est sur la bonne voie. Très bien. D'abord, on doit se dire, en termes de recettes, pour rationaliser les recettes, qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une bonne dynamique, parce que déjà, vous savez, au niveau du compte général du Trésor, il y avait plusieurs sous-comptes qui servaient de couloirs et de coulage des recettes. Tout le monde pouvait se servir n'importe comment au niveau du compte général du Trésor. Au moins aujourd'hui, je crois qu'il y a un décret qui a été pris sur l'unicité du compte du Trésor. Là, c'est déjà un pas. C'est-à-dire au moins on peut savoir ce qui entre, comment on doit les ventiler par rapport à tout ce qui se faisait avant. Il y a encore une autre réforme qui est déjà en voie d'être implémentée. C'est le renforcement de la Direction générale des contrôles, de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Parce que là, ça va dans le même sens que le compte unique du Trésor. C'est-à-dire c'est comme si, à terme, on voudrait que la Banque centrale reste dans son rôle d'autorité monétaire et qui se détache du compte du Trésor. Pas généralement, je crois, on l'a dit dernièrement, la banque aujourd'hui
elle se sert de tout ce qu'il y a comme mouvement désordonné au niveau du Trésor, aussi longtemps qu'elle perçoit des commissions. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que non, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la Banque centrale du Congo a du mal à régulariser une sortie de plus d'1 milliard de dollars américains. C'est que quelque part, il y a eu laxisme. C'est pourquoi la réforme des comptes uniques là, du Trésor va aider à ce qu'on sache exactement, chaque fois que quelque chose compte du Trésor, il sort du Trésor, qui en est l'ordonnanceur et qui en est l'ordonnanceur et ça va où exactement. C'est pourquoi même dans les réformes, en termes de recettes, il y a encore ce qu'on semble marginaliser, la fatigue normalisée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes nations qui tirent de grandes recettes dans la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à nous autres. Moi, je suis de ceux qui croient que les taux uniques de 16% de la taxe sur la valeur ajoutée, on doit nécessairement le réévaluer, parce que ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas taxer de la même manière que tous les produits, parce que tous les produits n'ont pas pratiquement la même importance. Même en termes d'exonération fiscale, on sait que dans l'État, il y a eu des exonérations fantaisistes. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de rationaliser les exonérations. Et même la grande réforme aujourd'hui, la grande réforme, c'est que tout ça, même s'il faut décentraliser les dépenses au niveau des ministères sectoriels, là, c'est quelque chose de très important. Amédée l'a souligné avec la chaîne de la dépense publique qu'on cherche de plus en plus à renforcer. Parce qu'aujourd'hui, on doit se dire, il ne faudrait pas qu'on ait un super ministre des Finances. Parce qu'on a donné trop de pouvoir au ministre des Finances. C'est lui qui décide de tout. C'est Dieu le Père. Vous pouvez être ministre d'Affaires étrangères, vous pouvez vous dire deuxième personnalité du gouvernement. Si vous n'êtes pas en bon terme avec le ministre des Finances, vous êtes condamné. On sait suivre votre regard. On sait suivre votre regard. Donc de plus en plus, l'histoire nous renseigne. Je crois toutes ces réformes, la grande réforme chez nous, il faut qu'on redéfinisse un peu. C'est quoi les ministres des Finances? Parce que dans le gouvernement, les ministres des Finances, c'est en fait le ministre des Recettes. Et on en a fait aussi le ministre des Dépenses, qui supplante même le ministre du Budget. C'est pourquoi si vous êtes un ministre et que vous n'êtes pas en bon terme avec le ministre des Finances, vous êtes malheureux. Mais je crois que toutes les réformes, c'est pourquoi quand vous me posez la question en termes de garanties, les garanties sont telles qu'avec Madame la Première ministre, on sent qu'il y a une volonté de sortir des sentiers battus. Je crois l'avoir souligné une fois. Bien sûr, Diane n'aime pas cette incise. Quand on va parler coordination, il va encore m'amener dans une leçon de sémantique ici. Mais on sent quand même que Madame s'impose comme Premier ministre. Elle coordonne bien les choses. Rien ne s'est fait au niveau de son gouvernement sans qu'il ne soit au courant. Ce qui ne se faisait pas avant. Est-ce que vous savez qu'avec le gouvernement qui vient de passer ici, on l'a senti avec le dossier de forage. Le dossier de forage, on s'est rendu compte que tout s'est décidé au niveau du ministère, des ministres des Finances, sans que le ministre du Développement rural ne soit au courant. Sans que même le ministre de l'Agriculture ne soit au courant. Une centralisation mal orientée. Donc de plus en plus, ce que moi j'aime, évidemment, dans le gouvernement soumis, c'est qu'au moins on sait qu'il y a un Premier ministre qui conduit l'action gouvernementale. Et que de plus en plus on est en train de verrouiller pour qu'il n'y ait pas des électrons libres. Très bien. Gardi, pensez-vous qu'il y a des choses à capitaliser dans ce rapport de l'ODEP qui peuvent servir la République? Bon, capitaliser, tout dépend de l'objectif. Je crois que l'ODEP a évoqué des chiffres qui existent partout ailleurs, dans différents documents. Mal interprété, on l'a entendu ici. Je crois que, moi je préfère revenir encore. Je vais parler, il y a encore un mensonge dans les rapports de l'ODEP, je vais évoquer, mais je commence par là où Fossa a encore chuté, c'est que quand on dit que Judith Suminwa est peut-être faible, là encore, il faudra savoir définir c'est quoi la faiblesse. Parce que pour moi, une première ministre qui suit de très près, d'ailleurs, je vais encore lui rappeler, peut-être pour l'apaiser, je n'ai pas un problème avec la sémantique. Mais la raison, c'est que... Oui, avec la coordination. Non, le problème, c'est que... Je l'ai utilisé en mettant des guillemets. Non, mais justement, je voulais vous rassurer. Pas ouvrir cette parenthèse. Non, il n'y a pas une parenthèse. Parce qu'il a reconnu. Je voulais vous rassurer que la coordination, cette fois, elle est bonne. Et ce qui justifie le fait que dans le travaux sur la suppression des taxes et autres, le désordre qui a été constaté, il y a eu un problème de coordination différemment de l'action gouvernementale telle que conduite. Donc vous pouvez utiliser votre sémantique comme vous le voulez, le problème que ça soit dans les normes. Et quand il n'y en a pas, il faut reconnaître qu'il y a un problème de coordination. Donc pour moi, c'est ça. Mais je parlais d'un mensonge, c'est que l'ODEP dit que le plan budgétaire tel que défini est contraire au PNSD. Ça, pour moi, c'est un mensonge. Vous savez pourquoi c'est un mensonge? Je peux à la limite dire qu'il y a beaucoup d'assignations qui n'ont pas été atteintes telles que définies, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que l'arc boutant de l'orientation du gouvernement, c'est ces PNSD-là, dont le PNSD 2024-2028, le travaux de finalisation a commencé, j'ai bonne mémoire, en mars de cette année. Donc, dire ça, à la limite, ça c'est mentir.
Donc dans le fond, mais dans le rapport, il y a des éléments à capitaliser, il y a des recommandations que vous pouvez prendre convenablement, mais il ne faut pas oublier, j'aime dire, ce qui se conçoit mal s'exécute mal. L'intention des départs peut biaiser l'essentiel d'un travail et d'un rapport, pourtant un travail très cohérent qui nous ramène sur des éléments très vrais, mais l'interprétation, encore une fois de plus, pose problème, ne sait pas reconnaître l'évolution, et pour moi, a pris beaucoup plus la tangente politique, parce qu'on commence par, il est faible, on cite le chef de l'État, qui a créé un gouvernement parallèle. Pour moi, déjà... Il y a une main noire qui s'est... Pour moi, à ces niveaux-là, il y a eu une orientation politique Ouais. qui nous sort du cadre réglementaire. Et c'est ce qui, pour moi, commence à me faire comprendre qu'il y a peut-être un prisme politique dans ce rapport-là. Mais dans le fond, les chiffres sont connus. Ce sont le tard, les problèmes structurels de la RDC qu'on connaît, mais qui connaît des améliorations, surtout avec le gouvernement. Pour ajouter encore un élément, des garanties. Aujourd'hui, on veut presque dématérialiser le processus de la chaîne de la dépense aujourd'hui. Parce que permettre à ce que chacun peut suivre calmement jusqu'à aller prendre sans qu'il y ait quelqu'un qui intervienne dans la chaîne pour dire « Tika commission, laisse une commission à gauche, à droite ». Ça, ce sont des éléments qui nous prouvent à suffisance. Ce gouvernement est sur la bonne voie et a des intentions qui peuvent nous rassurer pour le lendemain. Très bien. Alors, on va... Par rapport aux garanties, si je peux... Ah ben oui, il y a une autre garantie à ma gauche que je vais prendre rapidement. Vous savez qu'il est prévu pour 2025 de mettre en œuvre les systèmes de gestion informatisée de marché public. Ça, c'est très important. Tous les bruits qu'on a entendus ici sur la surfacturation, c'est parce qu'on s'est réveillé à la fin, au bout du processus de la chaîne de dépenses que tel projet a été surfacturé et tout. Voilà. La mise en place de ces systèmes informatisés du marché public est avec l'œil de la primature. Donc, ça veut dire qu'on va ouvrir l'œil et le bon dans tout ce qui est marché public. Ça, c'est une garantie qui est importante. Une autre garantie, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, les indicateurs, tous les indicateurs sont au vert. Regardez par exemple, et ça on ne l'a pas évoqué, quand Sama Lukonde arrive à la primature, il y a combien de réserves de change? On a moins de 800 millions de dollars de réserves de change. Aujourd'hui, on en est à plus de 6 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a un matelas financier nécessaire qui, en cas de choc endogène ou exogène, nous pouvons résister pendant au moins 4 mois. Ça, c'est quelque chose de très important. Tous les appuis budgétaires du FMI ont aidé à accumuler les réserves de change, notamment les... Constituer ces matières-là. C'est ça aussi. Donc, le fait que tous ces indicateurs sont au vert, c'est une bonne garantie. Aujourd'hui, mobiliser 10 milliards de dollars, c'est à la portée du gouvernement. C'est à la portée du gouvernement. On n'est plus à mobiliser 5 milliards, 7 milliards. Non, on est à mobiliser 16 milliards, 18 milliards et peut-être exploser le plafond de 20 milliards. Donc tout ça, c'est des garanties que, en tout cas, nos finances publiques sont en bonne voie. Et je pense que ça, nous irons pour le mieux. Très bien. On va prendre notre... La plus grande garantie pour le gouvernement, pour tout dire, c'est aussi d'être réaliste et de réaliser tous les programmes, toutes les promesses en ce qui concerne la discipline budgétaire, le respect des chaînes de dépenses. Il faudrait que les gens commencent à voir enfin qu'il y a quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Et on va prendre... En 2 secondes. En tout cas, on n'en a plus assez. En 2 secondes. Je vous en donne Encore une fois de plus, c'est aussi de mauvaise foi d'attribuer au gouvernement les faiblesses dans le taux de croissance en évoquant soi-même les raisons et surtout une économie très extravertie, alors qu'on savait que pendant la période définie par l'ODEP, c'est vrai, il y a eu embellie en termes de prix du cuivre, mais les cobaltes qui étaient des matières stratégiques essentielles ont connu une forte baisse. Pourtant, la marge déficitaire n'est que des 0,6%. Je pense que ça aussi, il faut apprendre à les dire aux gens convenablement. Très bien. C'est pas responsabilité du gouvernement. On va amorcer notre deuxième sujet avec ce coup de fouet des Gardidiana qui recadre un tout petit peu ces rapports de l'ODEP. Nous aurons un peu plus de détails prochainement. Nous allons déjà prendre ces états généraux. Je vais donner la parole à Amédée puisqu'elle veut bien la prendre. Il veut bien la prendre. États généraux, après les états généraux de la justice, une autre série qui s'annonce. On va plutôt parler de la deuxième phase avec les états généraux du portefeuille nécessaires, prioritaires ou formalités. Formalité. Vous savez, déjà, avec les états généraux de la justice, moi, j'ai eu à faire un édito pour dire qu'un pays pauvre me friand des états généraux, parce que je ne comprenais pas qu'il
Il y a eu des états généraux de la justice il y a à peine 9 ans, c'était en 2015, où on a produit plus de 350 résolutions. On n'a pas résolu ces résolutions-là. Alors, on organise d'autres états généraux où on invite 5000 personnes. Vous savez combien ça a coûté au Trésor public? Et aujourd'hui, on veut organiser les états généraux du portefeuille de l'État. Mais vous savez, mon cher Guichungu, cette année, le gouvernement de la République a levé sur le marché financier local plus de 1 milliard de dollars, plus de 1 milliard 300 millions de dollars, avec les bons du Trésor et les obligations du Trésor. De l'argent levé sur le marché local, plus d'1 milliard de dollars. Mais aucun rond n'a été investi dans la relance d'aucune entreprise de l'État. Alors, non. C'est ça le problème. Moi, je me dis, on est là... Et ces problèmes sont connus. Les problèmes pas sont besoin connus. de passer par des états généraux. Ces entreprises-là ont besoin d'être redressées, c'est vrai. Il y a une dette sociale qui coûte, qu'il faut payer parce que vous avez des travailleurs qui ont travaillé, qui sont à la retraite, mais qui ne peuvent pas aller parce qu'ils ne sont pas payés. Il y a l'obsolescence de l'outil de production. Tout ça, c'est connu. Mais il faut des capitaux frais de l'État. L'AMIBA n'a besoin que de 450 millions de dollars pour son programme de relance. C'est juste 450 millions de dollars. Juste ça. C'est juste ça. Mais je vous ai cité des chiffres ici qu'on réalise toutes ces années. Mais est-ce que l'État congolais marque 450 millions de dollars pour relancer un bijou comme l'AMIBA? Donc, moi, je pense que c'est du ressort de la volonté politique, tout simplement. On n'est pas là pour inviter encore, je ne sais pas moi, 3000 personnes pour parler des entreprises de l'État. C'est un gaspillage, selon vous. C'est un gaspillage, voilà. Serge, un seul tour de table sur ce sujet. Dans un programme avec la Banque mondiale, le COPUREP, là, je voudrais parler de la gestion des entreprises de portefeuille de l'État, pour procéder à la transformation des entreprises publiques qui ont été transformées en société commerciale, avec beaucoup de responsabilités sur les directeurs. Ce qui était ADG hier était devenu des directeurs généraux, c'est-à-dire avec un fonctionnement axé sur le résultat. Est-ce qu'on a évalué? Je vais vous donner l'exemple de la régie des Justement, c'est le pourquoi de ces états généraux, pour évaluer. Je crois, près de 200 millions de la part de la Banque mondiale, avec le projet PMI, il faut c'est quelque chose qui a abouti notamment à la construction de l'usine de Ngaliema. Mais l'objectif était de transformer l'entreprise et puis, grâce à l'outil que l'entreprise devait avoir, parvenir à un équilibre financier. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut évaluer la régie des eaux, dont la comptabilité est aujourd'hui déficitaire? C'est-à-dire, la réforme n'a pas donné. On va aller dans les états généraux pour dire quoi? Justement, évoquer ce genre de situation. Pour dire quoi? Faudrait-il vraiment... Est-ce que toutes les entreprises du portefeuille de l'État ont le même problème? Ne faudrait-il pas réfléchir comment capacité une entité COPUREP qui est censée suivre cette réforme-là ne pouvait pas l'organiser? On est en train de courir derrière quoi? Demain, ça sera les États généraux des sports, de culture et art, du tourisme, mais in fine, pour parvenir à quoi? Parce que nous allons reprendre nous allons recommencer avec les mêmes idées, mais si dans la pratique on n'est pas capable, combien de fois certains partenaires ont mis de l'argent pour aider au départ volontaire de certains travailleurs dans les entreprises que je ne voudrais pas citer ici, mais on est retombé dans la même situation. Et ça ne sert à rien, selon vous. Alors, Faustin, moi j'aime bien votre phrase. Vous avez l'habitude de dire ça ne sert à rien d'inventer la roue. On a l'impression d'inventer des choses, de dire des choses comme si cela n'ont jamais existé. Est-ce que c'est encore le cas pour cette fois-ci? Pourtant, c'est le cas. Pourtant, c'est le cas. Ok. Ça fait rigoler, mais on est exactement dans cette situation. Je crois, Serge l'a souligné. Et donc, vous êtes contre? Parce qu'on est dans une situation où c'est pratiquement le retour à la case départ. Nous retournons 20 ans après. Serge a dit tout à l'heure, a parlé tout à l'heure du COPUREP. C'est en 2004. C'est en 2004 que le gouvernement congolais conclut un programme, projet compétitivité, développement du secteur privé, avec la Banque mondiale pour 120 millions de dollars
pour, entre autres, réformer les entreprises publiques. Nous sommes en 2004. Et on crée les COPIREP. Les COPIREP qui est le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Même si on l'a transformé en comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille. La Banque mondiale injecte 120 millions de dollars pour réformer entre les entreprises publiques, même avec le départ volontaire de la GECAMIN. En fait, le programme là avait 3 volets. Il y avait la réforme des entreprises publiques, l'amélioration du climat des affaires que la NAPI va hériter par la suite, et puis il y avait le départ volontaire des agents à la GECAMIN. Mais le plus grand volet, c'était la réforme. Je me rappelle avoir participé à une série de séminaires sur ça, avec les COPIREP, 120 millions. Et quand les programmes arrivent des réformes réussies Attends, parce que tu as bien implanté le décor. Quand on arrive à terme avec 120 millions, la Banque mondiale, le gouvernement congolais sollicite une rallonge. La Banque mondiale ajoute 60 millions. Ça fait 180 millions pour réformer les entreprises publiques. Et on arrive en 2018, on dit, bon, le premier volet, en fait, la première étape de réforme, c'est transformer ces entreprises. Avec le système ça, on le transforme en trois catégories. Ouais. Il y a ces sociétés commerciales, il y a des établissements publics et puis il y a les services publics. Il y a les musiques Premier ministre, on prend un décret. On transforme toutes ces histoires-là. Je me rappelle à l'époque, c'est Mabunda qui était ministre du portefeuille. Il y avait une conférence au Pullman ici pour annoncer justement cette transformation. Je crois avoir posé une question à Mme Mabunda, ministre du portefeuille. J'ai dit, mais madame, vous créez des sociétés commerciales qui sont presque des monstres. Parce que le droit congolais des sociétés exige que pour une société commerciale, il faut y avoir un nombre consistant, et on le fixe même à 7, je crois, d'actionnaires pour une société commerciale. Mais vous créez des sociétés commerciales où il y a un seul actionnaire, l'État congolais. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? C'était en 2008. 16 ans après, on se retrouve dans la même situation. Et vous Aujourd'hui, Jean-Lucien Boussa, qui est ministre du portefeuille, je n'ai aucun problème avec le vieux, il est dans son rôle. Il dit non, on organise les états généraux pour que ces entreprises servent des modèles de croissance et participent au développement de la RDC. Mais ça, c'est des histoires. C'est ce qu'on nous a dit il y a 20 ans. C'est ce qu'on nous a dit il y a 20 ans. Aujourd'hui, les grands problèmes pour les entreprises publiques, c'est l'État congolais lui-même. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire de ces entreprises. Est-ce que vous pouvez comprendre que des entreprises en comptabilité nationale, des entreprises comme la SONAS, l'INPP, ces entreprises qui récoltent autant de taxes, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Est-ce que vous vous êtes posé une question? Qu'est-ce que l'INPP fait de l'argent qu'il collecte? Qu'est-ce que la SONAS fait de l'argent qu'il collecte? En comptabilité nationale, on les appelle des institutions financières non bancaires. C'est-à-dire qu'ils brassent l'argent, mais c'est pour les investir dans l'économie. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'État qui doit jouer le premier rôle. J'ai des entreprises, mais qu'est-ce que je dois en faire? Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans les entreprises du portefeuille où tout ce qui est généré comme revenu est partagé par les travailleurs. Aujourd'hui, si tu es directeur dans une entreprise publique, mais tu n'as rien envie à un ministre. Parce que tout ce que vous réalisez, au lieu d'investir dans l'entreprise, vous partagez en termes d'avantages sociaux, ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez vous retrouver dans une entreprise comme l'OCCC. L'OCCC qui est une entreprise technique et financière. Mais quand il faut investir, il faut tendre la main aux partenaires. Mais tout ce que vous mobilisez comme argent là, qu'est-ce que vous en faites? Voilà pourquoi. C'est que la grande question, il faut que l'État se ressaisisse. Ouais. Est-ce que pour que l'État arrive à intégrer tout ça, il faut réunir encore 2000 délégués? C'est ça le problème. Gardidian, on va finir avec vous. Moi, je crois que, au regard de tout ce que les gens évoquaient ici, moi, je pense. Vous pouvez être contre. Hein, non, mais je l'ai toujours dit, je l'ai dit lors de Zoom Eco Live. Je ne veux pas me dédire. Pour moi, je ne trouve aucun inconvénient aux États généraux. Le problème, c'est quelle forme on veut donner. Parce que j'estime qu'autant d'années après, un peu plus de 9 ans, certains portefeuilles, les diagnostics qui ont été posés autrefois, c'est vrai que COPIREP muet en notre structure existe aujourd'hui et fait régulièrement de rapports, mais je pense qu'il y a lieu de pouvoir réfléchir, parce que le volet réforme, c'est né que la Banque mondiale est venue pour investir dans le réforme. Mais au-delà de réforme, il y avait des problèmes structurels de ces entreprises-là, comme Fossin vient d'évoquer, qui, en fait, le gros monstre, c'est l'État lui-même. Pour moi, il n'y a pas de souci aujourd'hui si l'État lui-même peut réunir, savoir de manière actualisée les données sur ces portefeuilles, et c'est aujourd'hui de ces données bonne conscience en définissant une politique cohérente pour pouvoir redresser ces entreprises-là. Le problème, c'est peut-être quel format on veut prendre, mais moi, les États généraux, au regard de ce qu'on évoque ici, on n'a pas lieu de pouvoir dire non à ça. Très bien. Alors, moi, c'est juste les archives du COPIREP, tout est dedans. Non, mais
au-delà de consulter les archives. On peut réunir tout un comité de le problème, c'est qu'on peut faire consulte et puis il y aurait les états généraux à la base. Grande échelle. Les états généraux à la base, surtout pour un État comme moi, j'estime que le dialogue est un instrument de gouvernance, est un élément essentiel. Tout maintenant dépend du format. Est-ce qu'on va aller encore sur une base budgétivore ou autre? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a lieu de limiter une quantité d'experts et des autres. Corriger les états généraux de la justice. Cogiter, faire mieux et apporter des réponses, surtout pour le portefeuille. Alors, la dernière question, je vous la pose. Et ça sera un commentaire autour de ce qui sera affiché derrière moi. Justement, c'est cette phase où on prend la caricature du jour, où vous allez le constater qu'il s'agit d'un dessin qui nous vient de très loin. Et nous allons commenter avec nos différents participants à cette émission. Je pense que la régie pourra nous afficher cette caricature. Ben voilà, elle arrive. Elle apparaît derrière moi, cette caricature, on va essayer de la commenter avec vous. Il y a un dessin, il y a un député qu'on se voit qui tend la main, il y a une main du diable à côté. Alors, Faustin, Gardi, Amédée et puis Serge. Je vous laisse commenter rapidement. Chacun a droit à 1 seconde. Bon, le grand commentaire, je suppose, même si on n'a pas associé les noms au personnage, je suppose que c'est la motion de défiance qui a été lancée contre le ministre d'État aux ITPR, Alexis Guissard. Malheureusement, juste après, il y a eu un levé de bouclier au niveau de l'Union sacrée. Les gens ont commencé à retirer leur signature. Bon, comme on dit, rien de nouveau sous le soleil. On pensait qu'avec cette législature, on aurait une Assemblée nationale responsable et pas émancipée de la même politique. Ce n'est pas le cas. On se rend compte que... Selon la caricature, ce n'est pas le cas ou selon la réalité? On se rend compte que nos honorables sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, dès que vous entrez à l'hémicycle, vous conditionnez. Le diable de l'hémicycle vous rattrape. Gardez Diana rapidement. Moi, je pense qu'au-delà de ce que Faustin Kodessa vient d'évoquer, pourtant, cette législation avait fait un effort de trouver un clé de verrou, dont l'article 235, on évoque l'impossibilité de retirer une signature pour une pétition. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas effectif. Et donc, c'est une violation? Non, mais justement, c'est pourquoi le petit rappel. C'est violer les règles, mais bon... ces gens ne vont pas se faire harakiri. Ils ont voté des textes qu'ils défendent eux-mêmes. Amédée. Ça, en tout cas, ce dessin illustre la laideur de la politique congolaise. Parce que, en tout cas, tant qu'on ne respecte pas les règles du jeu, la loi, en tout cas, je ne pense pas que nous irons loin. Je pense que c'est des choses, c'est des tares dont nous devons nous départir pour que ce Congo aille de l'avant. Et Serge, on finit avec vous. La problématique du contrôle au niveau de l'Assemblée nationale qui peine à jouer ses rôles, qui le laisse du côté de l'IGF, alors que le contrôle de l'Assemblée nationale est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, avec des pratiques telles que décrites sur cette caricature. On n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Merci beaucoup à vous pour ces précisions, mais aussi d'avoir disponibilisé de votre temps. Merci également à vous de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec la même énergie. Au revoir et à très vite.